Au sommaire de cette édition, le Kenya est entré dans la dernière semaine d'une campagne électorale tendue, notamment d'une présidentielle qui s'annonce serrée entre le sortant Uhuru Kenyatta et son rival Raila Odinga. Au Soudan du Sud, dans un nouveau rapport, Human Rights Watch dénonce les violences subies par les populations de la région Équatoria. L'ONG a publié ce mardi dans un document de 52 pages l'information. Au Nigeria, 3 villageois ont été retrouvés morts décapités dans l'état de Borno, où le groupe djihadiste Boko Haram reste particulièrement actif, ont annoncé mercredi des combattants de milices civiles. Le Kenya est entré mardi dans la dernière semaine d'une campagne électorale tendue en vue des élections générales du 8 août et notamment d'une présidentielle qui s'annonce serrée entre le sortant Uhuru Kenyatta et son rival Raila Odinga. Cette réédition du duel de 2013 a donné lieu à une campagne acrimonieuse, l'opposition accusant le camp de Kenyatta de préparer des fraudes électorales qui a installé dans le pays un climat d'appréhension et alimente les craintes de violence électorale. Ces élections, par lesquelles les Kenyans vont élire leur président, gouverneurs, députés, sénateurs, élus locaux et représentantes des femmes à l'Assemblée, interviennent 10 ans après celle de 2007, où l'opposition, déjà amenée par Raila Odinga, avait crié à la fraude à l'annonce de la réélection du président Mwai Kibaki. Pour les sondeurs, la présidentielle se jouera sur la capacité des deux camps à mobiliser leurs sympathisants le jour J. La campagne électorale s'est déroulée dans un calme relatif. Elle a toutefois été ternie par une attaque samedi contre la maison du vice-président William Ruto et par l'annonce lundi de l'assassinat accompagné de torture d'un haut responsable informatique de la commission électorale. Le président, 55 ans, et son vice-président William Ruto rejettent les allégations de l'opposition et l'accusent de préparer l'opinion au rejet de leur élection. En 2013, les deux hommes s'étaient présentés alors qu'ils étaient inculpés de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale pour les violences de 2007-2008. Après plusieurs meetings de l'opposition en Guinée pour exiger du pouvoir l'application des accords signés entre la mouvance et l'opposition en octobre 2016, le président Alpha Condé semble désormais accéder à la requête. À travers un communiqué, le président guinéen a demandé à ses collaborateurs de faire appliquer l'intégralité de ces accords. Une façon pour le chef de l'État de décrisper la tension politique dans le pays. Selon le ministre d'État et conseiller personnel du chef de l'État, Thibou Camara, cette mesure du président Condé explique sa volonté de ne pas voir retomber la confiance née de ces accords. Le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, qui avait appelé à une marche mercredi, estime pour sa part que le président Condé aurait dû respecter ses engagements plus tôt. L'opposant qui refuse de croire le chef de l'État sur parole dit attendre des actes concrets. Rappelons que les accords d'octobre 2016 en Guinée prévoyaient notamment la révision du code électoral, l'audit du fichier électoral, l'organisation des élections locales et l'indemnisation des familles des victimes des violences politiques de ces dernières années. L'unique parti de l'opposition mauritanienne appelant à voter non au référendum constitutionnel de samedi a dénoncé une campagne inégalitaire, le oui bénéficiant de la quasi-totalité du temps d'antenne officiel, selon le chef de cette formation, Mahfoud Ould Beta. La Convergence démocratique nationale de Ould Beta est le seul parti de l'opposition dite radicale à ne pas boycotter le scrutin. Toutes les autres formations en campagne, de la majorité ou de l'opposition modérée, appellent à voter le oui. Le projet de révision prévoit la suppression du Sénat qui sera remplacé par des conseils régionaux élus de la Haute Cour de justice, du médiateur de la République et du Haut Conseil islamique et une modification du drapeau national. Nous menons une campagne difficile et inégalitaire en termes de répartition du temps d'antenne, a déclaré Maître Beta à l'agence France Presse mardi soir, estima à 1% seulement le temps accordé à son parti dans les médias publics. Nous avons 1 minute à la télévision officielle et 1 minute et demie à la radio nationale, alors qu'une centaine de partis politiques prônant le oui bénéficient
Du reste, soit 99% du temps réglementaire, a-t-il déploré. Le président Mohamed Ould Abdelaziz, qui a fait campagne dans tout le pays, appelle à un oui massif et accuse l'opposition de vouloir créer le chaos dans le pays. Il a promis mardi soir de faire des révélations dans un meeting de clôture jeudi à Nouakchott, accusant les sénateurs opposés au projet de corruption et invitant le peuple à éliminer cette chambre dangereuse pour l'avenir du pays et de sa démocratie. Crise au sein du Front populaire ivoirien. Après plusieurs années de querelles, à quand la paix? Depuis la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo, fondateur du parti, tente de faire la médiation. Récemment, il a chargé l'un de ses visiteurs assidus de transmettre un message à Pascal Affi-N'Guessan, président de l'une des deux tendances du parti. L'ex-président demande expressément à son ancien Premier ministre de surseoir à la tenue du congrès qu'il avait annoncé pour le mois d'août. Abdoudramane Sangaré, président de l'autre tendance du parti, avait reçu un message similaire après que ses partisans eurent organisé la fête de la liberté en fin avril à Akouré. Laurent Gbagbo exhorte les deux rivaux à éviter de prendre des initiatives qui les fragiliseraient mutuellement. L'homme s'est donné jusqu'à octobre pour concilier les positions. Affi-N'Guessan a pris acte de cette requête et a informé son secrétaire général de son intention de s'y plier. Au cas où cette médiation échouait, Affi-N'Guessan pourrait organiser son congrès et sa propre fête de la liberté. Le ministre algérien des Affaires étrangères Abdelkader Messaël était mercredi en visite au Caire. Une visite au cours de laquelle il a été question avec son homologue égyptien du conflit libyen. L'Égypte et l'Algérie n'ont aucune ambition en Libye. Notre seul objectif est que les Libyens puissent parvenir à la stabilité et qu'ils soient capables d'utiliser pleinement leurs capacités. Les deux hommes ont également abordé des questions de sécurité. Ils ont décidé d'assurer désormais une coordination sécuritaire entre les deux pays à travers la mise en place d'un nouveau mécanisme. Nous avons également décidé d'établir un mécanisme entre les ministres de l'Intérieur des deux pays. Ce mécanisme aura pour but d'assurer la coordination entre l'Algérie et l'Égypte, qu'il s'agisse de problèmes de sécurité entre nos pays ou de la facilitation du déplacement des Algériens et des Égyptiens. L'Algérie, la Tunisie et l'Égypte sont préoccupés par l'insécurité à leurs frontières avec la Libye, devenu un pays de transit à la fois pour des groupes djihadistes, pour les trafiquants d'armes et pour de nombreux migrants souhaitant rejoindre l'Europe. En juin dernier, les trois pays ont réaffirmé lors d'une rencontre à Alger leur attachement à une résolution politique du conflit libyen. Dans un nouveau rapport, Human Rights Watch dénonce la violence subie par les populations de la région Équatoria au Soudan du Sud. Dans un document de 52 pages, publié ce mardi, l'ONG décrit les graves abus commis contre les civils de cette région du Sud-Soudan, alors que le pays est ravagé par la guerre civile entre partisans du président Salva Kiir et ceux de son ancien vice-président Riek Machar depuis plus de 3 ans. Exécutions, détentions arbitraires, tortures, disparitions, pillages, telle est la liste des crimes commis contre les civils de cette région du Sud-Soudan, frontalière avec l'Ouganda. Pointés par l'association humanitaire, les soldats des forces gouvernementales qui sont actuellement déployés pour lutter contre les rebelles dans le cadre de l'opération anti-insurrectionniste. Les soldats sont principalement recrutés dans l'ethnie Denka. Les autres groupes ethniques de la région sont suspectés de soutenir l'opposition politique. En 2016, près de 700 000 Sud-Soudanais se sont réfugiés au nord de l'Ouganda. Depuis le début du conflit, en 2013, près de 2 millions de personnes ont fui le Soudan du Sud et 2 autres millions ont migré à l'intérieur du pays. Par ailleurs, Human Rights Watch demande à l'ONU un embargo complet sur les armes vers le Soudan du Sud. L'ONG demande aussi des sanctions contre 9 responsables de l'armée, dont le président du Sud soudanais Salva Kiir
et son ancien vice-président Riek Machar en exil en Afrique du Sud. Au Nigeria, 3 villageois ont été retrouvés morts décapités dans l'état de Borno, dans le sud-est du pays. Il s'agit de 3 bûcherons dont les corps décapités ont été retrouvés sur le bord de la route. Selon les miliciens qui combattent le groupe islamiste dans la région de Maïdougouri, ce meurtre a été commis lundi dernier. Les victimes ont été kidnappées alors qu'ils étaient au volant de leur camion rempli de bois de chauffe à 40 km de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, zone où le groupe djihadiste Boko Haram reste particulièrement actif. Il faut dire que le camion et la cargaison ont été abandonnés à côté de leurs cadavres. L'insurrection islamiste a fait plus de 2,6 millions de déplacés depuis 2009. Certains parmi ces déplacés amassent du bois de chauffe qu'ils revendent ensuite dans les camps pour gagner un peu d'argent. Mais Boko Haram accuse ces bûcherons de travailler comme espions pour le compte des services de sécurité. Ils sont récemment devenus l'une des cibles privilégiées du groupe islamiste. En avril dernier, 8 d'entre eux ont été tués de manière extrêmement violente. Octuple champion olympique, Usain Bolt verra s'ouvrir les mondiaux du 4 au 13 août qui marqueront la fin de sa carrière. La légende du sprint a donné ce mardi une conférence de presse à Londres, un grand show à sa gloire organisé par son équipementier Puma. Bolt s'est dit prêt pour cet ultime challenge. Allez les gars, si je suis présent au championnat du monde, si je suis ici, vous savez que je suis pleinement confiant et prêt à y aller. Vous savez, à chaque fois que je me présente au championnat du monde, mon coach est confiant et il est heureux. J'ai toujours confiance en mes capacités car quand je suis là, je suis prêt à y aller et je suis confiant à 100%. Je n'espère pas. Je pense qu'aucun athlète ne souhaite que son record du monde soit battu un jour dans sa vie. Je ne veux pas voir ça. Je veux me vanter auprès de mes enfants à 15-20 ans en leur disant « Vous voyez, je suis toujours le meilleur. Vous voyez ?» Donc je n'espère pas. Une bête de scène et une personnalité hors norme, la légende d'Usain Bolt ne s'est pas seulement bâtie à coups de titres et de records inatteignables, le Jamaïcain ayant su magnifier ses performances par un sens inné du show pour devenir le chouchou du public et des annonceurs. Un cas unique dans l'histoire de l'athlétisme. La course a toujours été un jeu pour le détenteur du record du monde du 100 mètres et du 200 mètres.